Merci beaucoup Emma Biget, merci beaucoup Paul Maïké d'avoir accepté cette invitation dans le cadre effectivement de ces rencontres dites Poésie Plateforme, où l'idée, c'est de considérer que, de même que d'ailleurs la danse peut être aussi un point de vue qui permet de traverser des pratiques, que ce soit celle d'Emma, qui est à la fois praticienne, danseuse, mais aussi théoricienne, traductrice, entre autres, et puis que ce soit bien évidemment Paul, artiste visuel, qui développe un travail qui, à partir du dessin, du volume, de l'installation, de la vidéo, de la performance, de la danse aussi et de l'écriture, nous entendrons d'ailleurs quelques passages, voilà, développe un travail qui, selon une expression qu'il avait utilisée, il me semble, il y a longtemps, s'intéresse à ce qu'il appelait à ce moment-là le balancement des genres. Et aussi, bien évidemment, les effets de domination dans les sociétés contemporaines, en deçà aussi, pour des avenirs différents. Je ne citerai peut-être pas l'ensemble impressionnant d'expositions auxquelles Paul, ces dernières années, a participé, que ce soit en France, mais aussi dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni, au Pays de Galles, je crois. Prochainement, en février, une monographie lui sera consacrée, mais sinon, il est exposé dans de très nombreux endroits, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Allemagne, et aussi, bien évidemment, en France. Il avait été d'ailleurs nominé pour le prix Ricard dans la sélection faite par Claire Loret-Stiff il y a quelques années, on va dire. De son côté, donc, Emma Biget, comme déjà évoqué, est théoricienne, praticienne et traductrice. Elle a d'ailleurs effectué ou procédé à un travail de thèse universitaire. Elle est agrégée en philosophie et docteur en philosophie sur les gestes de la contact improvisation. Et c'est le point de départ d'ailleurs de ce livre paru, livre très remarqué aux éditions de la Découverte, c'était au printemps dernier, intitulé Mouvementement, écopolitique de la danse. Et nous allons évoquer aussi comment s'entrelacent aussi, peut-être sous le signe, entre autres, de ce mouvementement, mais pas simplement, vos deux travaux. On ne citera pas, je ne vais pas citer l'impressionnante et très passionnante ensemble d'autrices-auteurs et autoristes qu'Emma a traduit ou co-traduit et continue à co-traduire ces dernières années. On rappellera aussi qu'elle est revuiste, elle appartient au comité de rédaction de la revue Multitude, entre autres. Et puis elle enseigne à la Aide notamment et au CNDC à Angers. Voilà, nous avons aussi à l'idée d'Emma choisi d'être au ras du sol. Peut-être on peut commencer par cette technologie. Comme une autre. Vous avez le privilège d'être sur des chaises. C'est pas toujours le plus confortable. Et puis, c'est des technologies qui ont pour vocation de vous empêcher de déborder. C'est des trucs qui sont arrivés au 19e siècle, enfin qui sont pluralisés au 19e siècle comme des technologies pour préparer les travailleuses à la chaîne, oui, pour contenir les corps et contenir la tension vers un certain objet. Donc, pardon de vous infliger cette situation. Il faut que je parle davantage dans le micro. Peut-être un peu plus dans le micro. Là, comme ça peut-être d'ailleurs, il y a quelques places vides. Oui, alors c'est ça. Donc, aussi. si vous voulez être par terre avec nous, c'est possible. Enfin, vous pouvez changer d'avis en cours de route aussi. En tout cas, cette technologie-là, elle est héritée, en plus d'une espèce de mythologie monarchique, à chacun son petit siège, comme un trône. Donc voilà, vous êtes sur vos petits sièges. Nous, on essaye d'être par terre. Voilà, n'hésitez pas à pendre autant que vous voulez depuis l'endroit où vous êtes. J'ai oublié de dire d'ailleurs que tu travaillais à partir aussi des savoirs queer, des pratiques transféministes qui innervent à la fois ce travail conceptuel et très pratique. Oui. Est-ce que dans ce mouvementement, c'est à la fois quelque chose qui va bien au-delà du point de départ de ta thèse et qui peut être lu aussi comme une sorte de guide pratique? Oui, un des trucs des théories queer, c'est de se poser la question de qui et que fait le sujet qui énonce. Une des particularités des sujets énonciateurs, c'est qu'ils sont souvent assis à des bureaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça? Qu'est-ce qui se passe si on prend un autre point de départ pour la pensée, notamment rouler par terre ou en tout cas s'y tenir, ce qui change modérément la manière de penser, enfin je le crois. Du coup, voilà, nous sommes entre mammifères là, on peut s'en rappeler.
du fait notamment d'être... Bon, des fois je dis mammifère, des fois je dis créature terrestre, parce que je me suis avisé qu'en fait mammifère... Pardon, je vais m'interrompre tout le temps, c'est terrible. Je me suis avisé que mammifère était un terme qui avait été inventé par Linné, qui est un biologiste, enfin, qui a eu le projet de ranger tout. Enfin, de classifier l'ensemble des espèces, et qu'il a inventé le terme de mammifère parce que c'était un fervent partisan de l'allaitement maternel, et qui s'est dit bon, bah, si je naturalise, si je donne à notre ordre ou notre classe, je ne sais plus, de créatures le nom de mammifère, bah, ça va naturaliser l'action de l'allaitement, et du coup il y aura potentiellement plus de personnes qui allaiteront. Il aurait pu nous donner le nom du fait qu'on a 3 os dans les oreilles, qui est aussi une des caractéristiques de la classe de créatures. Donc on serait des triolites, mais ce n'est pas le destin qui nous est arrivé. Je dis ça parce que enfin, ça compte, parce que quand on parle de biologie, quand on parle de nature, enfin, on a toujours l'impression de pouvoir se tenir en dehors du politique. Et là, on voit bien, même pour le terme de « bonjour mammifère » que je vous adresse, il y a un peu de l'histoire politique qui se loge. Bon, bref, pardon, c'était une auto-interruption. Je raconte ça parce que, enfin, souvent, quand je parle j'essaye de parler de ce bouquin, je cite cette phrase de Fred Moten et Stefano Harney dans un livre qui s'appelle « Les sous-communs, planification fugitive et études noires ». Et soudain, la lumière fut. Voilà. C'est ça, on sera en pleine lumière comme ça, bah super, salut. Et maintenant, tout le monde se voit. Dans ce bouquin-là, Fred Moten et Stefano Harney ont cette phrase que je ne me lasse pas de répéter. Bah dis donc, décidément. J'aime bien la variation des situations, d'énonciation. C'est peut-être le mot Fred Moten. C'est Fred Moten? Fred Moten? Non, ça n'affecte pas autant l'environnement qu'on le voudrait. Ils disent cette phrase, je ne sais pas si tu vois, « Et si l'étude, c'était tout ce qui se passe avant que la classe commence ?» Je ne me lasse pas de la répéter, je la répète à tous les coups où je parle en public. D'abord parce que « Et si l'étude, c'était tout ce qui se passe avant que la classe commence ?» Parce que, évidemment, nous, on a l'impression quand on prend la parole en public, qu'on a le droit de dire « Bon, eh ben, salut, ça commence », on attire l'attention, on oriente l'attention de tout le monde. Mais à dire vrai, ce qu'on sait bien, c'est que de l'étude se passait déjà avant, dans les conversations qui étaient actives, dans les agitations de chacune avant d'arriver. L'étude, ça serait l'ensemble de ces choses qui s'amènent dans la salle avant même que la performeuse, la professeure, l'enseignante, la conférencière disent « maintenant, ça commence ». Oui. Ils disent ça avec le souci de dire « et si notre prise de parole s'efforçait de préserver l'étude qui est déjà en cours ? Et si notre prise de parole s'efforçait de ne pas ruiner l'étude qui est déjà en cours ?» Donc déjà, d'avance, pardon d'avoir ruiné l'étude en cours. Ensuite, n'hésitez pas à interrompre. Je veux dire, il y a un temps de questions, mais enfin, si vous avez des questions brûlantes au milieu de ce qu'on est en train de dire, c'est toujours le moment. Ça sera le meilleur moment. Oui, enfin, je sais pas, juste vous n'avez pas compris un mot qu'on a dit ou je sais pas quoi, voilà, interrompez. Comme moi, je m'auto-interromps. Oui. Toi aussi, d'ailleurs. Moi aussi, tout le monde. Une étude qui est l'objet de ce bouquin, c'est pour ça que je raconte tout ça, c'est les créatures terrestres que nous sommes. Voilà. L'objet de l'étude de ce bouquin, c'est comment un certain nombre de pratiques chorégraphiques ou de pratiques somatiques, des pratiques qui s'intéressent à dynamiter ou à hacker le sens que nous avons de nous-mêmes pour s'apprendre à bouger, comment toutes ces pratiques peuvent révéler ou s'acharner à révéler le sens de nous-mêmes comme des créatures terrestres. Et là, je prends créature en un sens, c'est encore un petit fait lexical, mais qui ne cesse de me fasciner. Je prends créature en un sens très littéral. Il se trouve que, vous savez, en latin, enfin, et en français et en anglais, on a 2 types de participes. Souvenez-vous de vos cours de 4e. On a 2 types de participes, les participes passés et les participes présents. Oui. Alors, si je prends le verbe créer, dont créature est... créer au passé, oui. C'est eux qui ont été créés, c'est eux qui sont... Il n'y a plus rien à faire, quoi, c'est fait. Et créant, hein, c'est eux qui sont en cours de création, c'est eux qui sont occupés à la création, etc. Bon, alors ça, c'est le français. Il se trouve qu'en latin, il y a un 3e temps
pour les participes, c'est le participe futur. Et ça donne creatura, qui donne notre français créature. Creatura, c'est le qui reste encore à être créé. C'est le qui sont encore au bout de la création. T'as pas envie d'être une créature? Est-ce que t'as pas envie toi aussi de faire partie de celles qui restent encore à être créées? Bon, alors je crois que ces pratiques que je suis en train de pointer, mais on va bientôt en goûter une ensemble, ces pratiques que j'essaye de pointer dans le bouquin, elles ont pour vocation à réveiller en nous le sens de cette part qui est encore à être créée, qui a encore un tout petit peu de virtuel à exaucer. Et spécifiquement la part en nous qui nous rappelle au terrestre, la part en nous qui partage une communauté de destin avec l'ensemble des autres créatures qui vivent sur Terre. Là, par exemple, il y a une chose qui se passe qui fait que nous partageons une communauté de destin avec les rideaux, les lampes, etc. C'est que nous sommes toutes en train de tomber. Alors évidemment, ça n'en a pas l'air parce qu'il y a des chaises qui nous en retiennent. Oui, mais il y a le sol. Et le sol, et toutes là, nous sommes attirés par le centre de la Terre. En ce moment même, nous sommes en train de tomber et simultanément d'être soutenus dans notre chute. C'est pas évident de s'accorder à cette sensation d'une chute perpétuelle, mais on pourrait dire c'est une mission que se sont donné un certain nombre de pratiques chorégraphiques que de nous le donner à sentir, de nous le donner à percevoir en permanence plutôt que de nous installer dans l'idée d'une humanité qui se séparerait du sol, qui s'élèverait de l'humus dont il provient. Soit dit en passant, et c'est le jeu de mots que fait Donna Haraway dans son projet de compost-humanisme, post-humanisme au sens de se débarrasser de la centration de l'humain dans nos récits, mais donc pas seulement se débarrasser de la centration de l'humain dans nos récits, mais aussi réclamer le sens du compost que nous sommes. Compost-humanisme, donc c'est un jeu de mots pourri, qui pointe le fait que dans humain, il y a humus. Les humains, avant d'être une espèce séparée, sont les terriens, les terriennes, les chtoniennes, les terrestres. Ouais. Ok, alors ça, c'est le projet du bouquin. Et j'espère on va en parler un petit peu de différentes manières autour des pratiques de Paul aujourd'hui, où il y a beaucoup de planètes. Donc ça tombe assez bien, ça va nous déterrestrialiser, mais d'une manière qui peut-être nous orientera différemment vers la gravité. Pour l'instant, je voudrais nous proposer, pour avoir un sol commun, une pratique de celles que je mentionne dans le bouquin. Voilà, comme ça nous donnera une assise ensemble à partager. Alors ça ne demande pas grand-chose. Je vois tout le monde qui panique. Non, non. T'es venu pour rien branler. Oh, pardon. Ça demande juste de se mettre debout, si vous le voulez bien. Voilà. Si vous ne voulez pas vous mettre debout, ça marche aussi. Mais tant qu'à faire, si vous voulez rentrer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester de l'autre côté de la fenêtre, ça marche aussi. Les deux pieds sont à peu près dans la largeur du bassin et les bras sont ballants. Pas besoin de se tenir. Une invitation à soit fermer les yeux, soit les garder mi-clos, et en tout cas laisser reculer le primat du visuel à la faveur d'une attention portée vers les vécus du dedans. Il y a toujours l'ostinato de la ventilation derrière nous, mais aussi l'attention peut venir se déposer vers l'enflement et le désenflement de la cage thoracique. Et dans cette position, une invitation à se poser la question, qu'est-ce que je pourrais moins faire? Et observer la réponse. Peut-être que tu détends tes fesses. On a généralement l'anus plus serré que besoin. Peut-être que les genoux se déverrouillent, les épaules qui se relâchent, la mâchoire qui se desserre.
poids de la langue dans la bouche. Deux forces simultanées. La force ascensionnelle des os qui te tiennent élevé dans l'espace et la force descensionnelle des muscles et de la peau qui peuvent s'y suspendre. Dans la direction dans laquelle ton crâne s'élève, sans changer cette direction, faire le plus petit mouvement d'extension possible. Dans la direction dans laquelle ton crâne s'élève, sans changer cette direction, je t'invite à faire le plus petit mouvement d'extension possible. Haut du crâne vers le ciel. Est-ce que ça pourrait être plus petit? Relâche-le dans la direction dans laquelle tes doigts pendent. Sans changer cette direction, faire le plus petit mouvement d'extension possible. Le bout des doigts vers le sol, dans la direction dans laquelle tes doigts pendent. Sans changer cette direction, faire le plus petit mouvement d'extension possible. Est-ce que ça pourrait être plus petit? Relâche-le. Peut-être que tu le sens déjà, en tout cas pas besoin de le faire. Un petit mouvement de giration te conduit d'un pied sur l'autre ou d'avant en arrière. Une petite danse de ta masse avec la gravité. Rien besoin d'agir, simplement repérer ce mouvement très léger de pendule gravitaire. Tu nages dans la gravité depuis le jour de ta naissance. Aisément oublier ta masse et la masse de la Terre s'appellent l'une l'autre. Et de l'intérieur de cette petite danse, une invitation à imaginer. Imaginez, mais ne le faites pas, que vous vous apprêtez à faire un pas en avant avec la jambe droite. Imagine, mais ne le fais pas, que tu t'apprêtes à faire un pas en avant avec la jambe droite. Puis la gauche, la droite, la gauche, les deux en même temps. Reviens à zéro. La petite danse de ta masse avec la gravité. Et puis, je nous propose de prendre une dernière inspiration ensemble. Et à l'expire, laissez les yeux s'ouvrir. L'assemblée des créatures bipèdes. Bonjour, terrestres. Et on peut se rasseoir si l'on veut. Alors avant de te filer la parole, je dis juste un mot de ce qu'on vient de faire, comme ça on a un peu une idée de ce à quoi on a goûté. Ce qu'on vient de faire s'appelle la petite danse, the small dance. C'est une pratique que j'ai reçue de Nancy Stark Smith, qui est une danseuse nord-américaine.
et qui a été développé dans le cadre d'une pratique que tu as mentionnée justement, qui est le contact improvisation, où des gens se sautent les uns sur les autres. Pas seulement, mais ça fait partie un peu centralement de la pratique, c'est-à-dire de se proposer de « et si je te rencontrais sans posséder mon sol ?» Oui, c'est ça la proposition, on pourrait dire presque métaphysique ou éthique qui se propose là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si je défais mes appuis pour venir à ta rencontre et comment est-ce qu'on survit ensemble à cette absence de sol mutuel? Là-dedans, la petite danse sert comme d'entraînement, d'abord à s'accoutumer à l'idée que bon, ça va bien se passer si on coupe le sol parce que ça tombe bien, on est déjà en train de tomber et on tombe depuis le début. Et ensuite, s'accoutumer à l'idée que ce qui se rencontre quand on rencontre une autre créature terrestre, c'est pas tellement moi, les présavoirs que je peux avoir sur moi, tout ce que le capitalisme racial est capable de dire de moi, mais aussi et simultanément le fait que nous sommes, comme les cailloux, comme les lampes et comme les choses, des créatures qui tombent. Et qu'est-ce qui se passe si nous nous rencontrons à partir de cette chute? Non pas pour dire que toutes ces organisations, toutes ces catégories ne sont pas là pour extraire de nous tous les savoirs et toutes les puissances et tous les désirs possibles, ça c'est sûr, mais et si nous nous efforcions de nous rencontrer à partir d'autres catégories que celles qui nous sont imposées par ces logiques extractives? Voilà la promesse, non seulement de cette pratique-là, qui ne la tient pas toujours, je tiens à vous le dire tout de suite, non seulement de cette pratique-là, mais disons de l'ensemble des œuvres et des objets que j'essaye d'étudier dans ce bouquin. Voilà, j'ai fini de vendre ma soupe, mais surtout, je proposais ça comme seul parce que j'ai surtout envie d'apprendre un peu plus sur tes pratiques. Donc d'ailleurs, dans le prolongement, Paul va nous lire quelques passages d'un travail très récent. Je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, merci Emma. Alors ce que je voulais vous proposer, c'est de continuer à parler de planète, parler de gravité aussi. C'est des choses qui m'animent pas mal aussi dans ma pratique. C'est drôle parce qu'on ne s'est pas vraiment consulté avec Emma sur ce sujet précis, mais on s'y retrouve, en tout cas dans le lien à la Terre et peut-être aux Undercommons. Alors, d'abord, par où commencer? Peut-être par l'esquisse d'une performance qui est ensuite devenue une performance. Qui s'appelait The Origin of Death, qui ensuite a été traduit par L'origine de la mort, qui existe en français et en anglais. Et cette première esquisse de performance, en fait, c'était une sorte de présentation de recherche que j'avais menée autour de la radioastronomie, donc la science qui met en son centre les ondes radio pour la découverte spatiale. Et en fait, ce qui m'avait fasciné, c'était d'abord le récit d'une amie à moi qui est musicienne avec qui je collabore beaucoup, qui s'appelle Nkisi ou Melika Ngombe Kolongo, et qui m'avait dit que nous vivions dans les ruines soniques du Big Bang et que ces ruines, ces fréquences radio, elles nous parviennent, elles nous traversent constamment. Et c'est vrai que cette idée de qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce qui nous aussi impacte dans notre physicalité, le fait que la vue était enlevée, que c'était un paramètre qu'on avait enlevé de cette équation, ça m'intéressait beaucoup parce que justement il y avait cette forme de toucher sans contact. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé le son dans pas mal de mes installations et performances. Et je vais vous proposer d'écouter un son qui est aligné sur la fréquence de Jupiter.
ces sons-là, enfin ces fréquences radio, fréquences sonores, elles sont aussi utilisées dans des pratiques alternatives de soins. Et chaque planète est associée à des caractéristiques humaines. Et donc par exemple Jupiter, comme en astrologie, c'est la planète du don, de la confiance en soi, de l'expansion. C'est une planète très généreuse. On dit qu'elle encourage à la créativité, qu'elle accueille des énergies supérieures. Elle encourage aussi l'optimisme, la découverte. J'étais patineur artistique et je pense que ça a informé beaucoup ma façon de penser l'espace et de penser aussi les espaces d'exposition que je crée et les performances aussi que je crée, notamment avec un public qui est souvent autour de moi et un public aussi qui est pris dans la masse de mes mots, de mes mouvements, du son. Et j'essaye toujours de penser à une forme de responsabilité partagée entre moi et les gens qui assistent à mes performances. Ça m'a amené à ensuite développer un projet à Chicago, dans le South Side de Chicago, en collaboration, ou plutôt en immersion avec des skaters, des gens qui font du roller, ce qu'on pourrait appeler en France du roller disco, mais là-bas ça s'appelle autrement, ça s'appelle le JB Skating, parce que c'est une forme de danse sur roulette qui est inspirée par les mouvements de James Brown. Et là-bas, en fait, à la base, j'avais envie de faire un film qui n'a jamais vu le jour, parce que quand je suis arrivé dans le rink, donc dans les arènes de roller, je me suis rendu compte que les images ne serviraient pas du tout, ne serviraient à rien, quelque part, et que j'avais pas envie d'extraire, d'être dans une forme d'extraction. J'avais plutôt envie de me servir du roller comme d'une fondation pour un projet qui s'est plutôt tourné vers l'écriture. Et donc je vais vous lire un petit passage. Et cette performance, l'origine de la mort, donc les sons qui sont, la musique qui l'accompagne, ont été tous alignés sur la fréquence de la lune, qu'on va entendre ici. Cette performance, elle se découpe en plusieurs phases qui sont interchangeables et peut-être qu'elle va évoluer encore. Là, je vais vous lire la phase 5. Phase 5, le peuple des non-morts. Mercure, 141,27 Hz. Le peuple des non-morts a défié la linéarité de son destin. Elles ont mis en péril l'idée même de la mort. Le peuple des non-morts est la menace ultime d'un système dans lequel la mort est un outil de pouvoir. Nous nous appuyons sur la gravité. Nous sommes les corps trop solidement attachés au monde. Nous nous appuyons sur la matière et sa fixité, alors que nous nous déplaçons sur ce chemin circulaire, utilisant tout ce qui a été laissé là, de façon à nous déplacer et dessiner nos trajectoires. Avec chaque boucle, nous nous transformons en quelque chose d'autre.
allongé dans ce lit qui n'est pas le mien, je sens l'empreinte laissée dans le matelas par son dernier occupant. Il y a une large indentation correspondant à son corps. Je dors dans le berceau qu'il a formé dans la mousse. Je vis pendant quelques nuits dans l'empreinte du corps de quelqu'un d'autre. Cela ressemble presque à l'incarnation parfaite de ce que ça signifie d'être en relation. La vie emprisonnée dans la matière modelée par la vie. Il est difficile de raconter ce que c'est que de vivre la vie des non-morts, quand tant de choses qui la définissent ont déjà disparu. Alors que je suis allongé dans ce lit qui n'est pas le mien, dans mon berceau résiduel de mousse et de ressorts, l'indentation large devient un rappel quotidien que certaines vies sont enfermées dans d'autres, et qu'inévitablement, l'une érode l'autre. Nous nous érodons mutuellement. À l'arrière du bâtiment, une silhouette encapuchée descend précipitamment l'escalier. Elle se dirige vers la voiture garée en bas. Ses mains sont noires, minces et tatouées. Elle va et vient plusieurs fois par jour. Ces mots, elle aime les répéter comme si elle jetait des sorts. Elle jure, elle fume. L'odeur entêtante de la marijuana monte à travers les planches de bois du sol et remplit la pièce régulièrement. Chaque jour, elle se parle à elle-même jusqu'à l'aube. D'elle, je n'ai vu que le dos des mains. Elle aussi semble vivre la vie des non-morts, tout juste vivante. L'envie de vraiment comprendre ce qui nous a maintenus en vie dans tout ce temps, dans les pires circonstances possibles, est très forte en ce moment. Quand nous faisons du patin, nous dansons. Et quand nous dansons, nous vivons. Cependant, rien en nous n'est pas non-mort. La mort est partout. Dans notre façon de marcher, de bouger, de coexister. Et peut-être que ce mouvement circulaire autour de la patinoire est une longue tentative répétée de rester en vie. Avez-vous déjà dormi dans le lit de quelqu'un d'autre et senti où son corps reposait ? Je suis allongé ici dans ce lit géant qui n'est pas le mien, où quelqu'un d'autre a dormi pendant des années. Un berceau s'est formé là où son corps se reposait, beaucoup plus grand que moi. Je m'enfonce dans le creux des nombreuses nuits qu'ils ont passées ici. Comme dans une tombe, ce trou semble avaler. Le poids de son corps avale le mien, et dans une tentative constante de m'ajuster, je me fais mal. Que reste-t-il du repos quand la mort a répandu son parfum sur tout ce que vous possédez ? Enfoncé dans les draps de quelqu'un d'autre, mon repos n'est plus le mien, ma vie enfermée dans une autre. Elle murmure à ses invisibles. Personne ne sait de quoi elle parle quand, dans ces nuits d'insomnie, ses mâchoires claquent avec frénésie. Ces mots n'ont de sens que pour elle, comme s'ils ne voulaient pas se laisser définir dans leur fuite de ce corps transi. Elle parle le langage de celles qui veulent oublier que le reste du monde cherche à les éviter. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui parlait autant. Le vide n'existe plus quand elle est là. Dans son appartement de fumée, les images flashent. Elle traverse le plafond pour atteindre mon plancher, et ce constant murmure m'est devenu insupportable. Aujourd'hui, je me suis sentie dévastée. Je retenais mes larmes sur le chemin du retour dans le bus. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pourrais expliquer à quelqu'un qui n'est pas ici, quelqu'un qui n'est pas noir, ce que c'est que d'être dévasté par un chagrin qui n'est pas le sien. Mais pourquoi m'attendrais-je à ce que les gens comprennent que quelque chose ici a creusé un trou en moi ? Et qu'à chaque fois que j'étais dans le bus ou dans le train, j'avais envie de baisser les yeux parce que je savais que, pour mon peuple, rien dans ce monde pourrait jamais avoir de sens. Rien en nous n'est pas non-mort. La mort est partout. Alors que nous dansons,
Alors que nous déplaçons sur ce chemin circulaire, nous dansons. Et parce que nous dansons, nous vivons. Peut-être que cette tentative répétée de rester en vie est la seule que nous ayons. Pour m'élever au-dessus de l'effroi et de la détresse, il faudrait d'abord que je mette à terre tout ce que je vois et imagine voir. Il faudrait que j'arrête ce doom scroll sans fin. Pour une raison que j'ignore, je n'y arrive pas et ça me consomme à petit feu. Je vais enchaîner avec un petit extrait d'une performance que j'ai créée pendant le Covid qui s'appelle Tabou du Rag. Voilà, c'est l'introduction de cette performance qui dure une 30aine de minutes et qui est un peu ma petite danse, si je reprends les mots d'Emma. Et d'ailleurs, Emma, tu rappelais que ces pratiques de petite danse avaient été revivifiées au moment du Covid. Et cette coïncidence, entre guillemets, historique. Mais en regardant l'image et en t'entendant parler, j'avais un des points de départ du bouquin. Je vais arriver à Covid si tu veux. Mais, un des points de départ du bouquin, c'est par accident, je suis tombé sur un article du linguiste franco-syrien Émile Benveniste qui s'appelle « Actif et moyen dans le verbe ». C'est vraiment bouquin de linguistique générale, enfin bref. C'est abscon. Voilà, c'est ça. Alors, leçon de grammaire. Comme vous savez, la plupart des verbes se disent en français et en fait dans la plupart des langues indo-européennes soit à l'actif, soit au passif. Oui. Je touche, je suis touché, je danse, je suis dansé, je porte, je suis porté, etc. C'est soit l'un, soit l'autre, et on ne peut jamais être et l'un et l'autre, sinon à dire très très vite les mots. Il se trouve que dans un certain nombre de langues anciennes, le grec, le latin, le sanskrit, il y a une alternative. Bonne nouvelle, parce que l'alternative de l'actif et du passif, comme vous savez, est organisatrice de tout un ensemble des binarités de la modernité-colonialité qui sont extrêmement brutales dans leur manière d'organiser le monde, quoi. Alors il y a une manière de se tenir en dehors de cette binarité, au moins grammaticale, qu'on appelle le moyen ou le médian, qui décrit tout un ensemble de verbes. Je vais arriver à ce qu'on on a traversé, mais il y a tout un ensemble de verbes qui peuvent se dire d'une manière qui dit quelque chose sort de moi et m'affecte en retour, ou quelque chose ne peut sortir de moi que parce qu'il m'affecte en retour. Oui. Le verbe toucher, typiquement, est de ces verbes qui, en grec ancien, ne se disent qu'au moyen. On dit haptomai et pas apto, qui serait la version active. Effectivement, en français, c'est un peu bizarre quand même quand tu dis toucher, comme si c'était un truc que tu faisais seul, oui, et qui ne te faisait pas en retour. Et on pourrait dire même, voilà le fantasme de la modernité-colonialité, c'est le fantasme balistique. Hein. Je peux te toucher sans être touché en retour, de la catapulte au drone télécommandé. Et on voit bien, ça ne tient pas la route. Et d'ailleurs, les personnes qui tuent des gens à distance avec des drones télécommandés souffrent quand même de PTSD, de trauma, comment on appelle ça, désordre post-traumatique. Syndrome post-traumatique. Donc, y a le fantasme de couper cette voie moyenne ne fonctionne pas. Hein. Le toucher reste une activité dans laquelle la passivité se mêle, si bien que la binarité même de l'actif et du passif est niée. Oui. Alors, je raconte ça. C'est un long détour pour dire qu'il se trouve que le mot en grec ancien pour dire danser, il se dit justement au moyen. Ça se dit orcheomai et pas orcheo. Alors on peut dire orcheo, qui serait la version active, comme en français il y a de l'actif et du passif, ben voilà, il y a l'actif et du moyen. Donc on peut dire orcheo, mais ça veut dire jouer des marionnettes. Et pourquoi? Parce que, alors c'est faux, mais bon, on comprend l'idée. La marionnettiste, c'est pas elle-même qui danse, c'est la marionnette qui danse dans le cas là. Oui. Bon, évidemment, toutes les marionnettistes le savent bien, elles dansent aussi, mais on comprend un peu l'image. Orcheomai, en revanche, ça veut dire « je danse ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est magnifique parce que d'imaginer, pour la conscience grecque, ça veut dire quand tu dis « je danse », tu dis « je danse, je suis dansé ». Tu peux pas dire que c'est un truc que tu fais.
C'est un truc que tu fais et qui te fait en retour. Et c'est ça qui est intéressant parce que, vous voyez, on aurait envie de dire « Ah bah oui, je suis dansé, un truc passif, je suis emporté, etc. » Mais non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je me tiens en dehors, en deçà ou au-delà de la binarité entre l'actif et le passif. Et c'est ça l'expérience spécifique. Oui. Et ça, c'est un truc, bon, vous connaissez tous probablement, enfin, vous allez en soirée et puis vous commencez à gigoter. Oui, vous essayez de vous joindre à la danse et ça marche pas. Vous sentez que le rythme n'est pas entré en vous, etc. Donc là, tu es vraiment à l'actif. Tu es là, c'est le marionnettiste, la marionnettiste qui essaye de faire arriver la danse, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc je danse à l'actif, effectivement. Et puis il y a un moment, et c'est l'image qu'on voyait me faisait entrer ça dans les yeux, il y a un moment où la danse arrive, où de fait d'être en train d'activer le danser, je commence à être dansé. Et il y a cette loupe. Et c'est pas que je suis simplement emporté par la musique, que je deviens simplement le sujet, l'objet de cette, je sais pas comment dire, de cette situation. C'est que tout en étant active, tout en produisant mes mouvements, je suis affecté par eux et par l'environnement en retour. C'est cette disposition qui me permet de recruter tout un ensemble d'événements qui m'entourent. J'ai l'impression que tu as envie de dire un truc, mais... Non, je suis... Et bon, alors je pensais à ça parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est ce que donne à voir cet apprêtement du début de cette performance, très clairement. C'est-à-dire une automobilisation qui, en un sens, est artificielle au sens de tu la produis. Et puis à un moment, le rebond devient quelque chose qui emporte. Hein. Mais j'y pensais aussi parce que je pensais au mot de Judith Butler qu'on a traduit en pleurabilité et qui est grievability. Oui, c'est un mot qu'elle utilise pour décrire les vies qu'on définit comme deuillables. Hein, les vies qu'on définit comme celles qui sont dignes d'être deuillées, qui sont dignes de faire l'objet d'une pratique collective ou individuelle où on reconnaît que cette mort nous a affectés. Oui. Et c'est dans le texte que tu lisais, je me sentais très traversé par cette image du deuil qui, il se trouve, en grec, se dit aussi à la voix moyenne. Hein, deuiller, c'est pas seulement quelque chose que tu fais pour des êtres, c'est le fait d'être affecté par des êtres qui viennent t'habiter. Oui. Et donc c'est clairement un verbe moyen. Et donc le deuiller et le danser, comment ils s'articulent, voilà, c'était ce à quoi j'étais occupé un petit peu, tout en pensant, et ça c'est presque le livre qu'on est en train d'écrire, on en parlait un tout petit peu avec Clovis Maillet qui porte sur les éco-transféminismes et où un des chapitres auxquels on est en train de travailler là porte justement sur les pratiques de deuil dont il nous semblait intéressant de penser que les mouvements trans contemporains sont parmi les rares à pratiquer le deuil comme événement annuel. Comme réunion annuelle. C'est le Trans Day of Remembrance, qui est un des 2 événements annuels qui réunissent les activismes et les communautés trans. Et on se disait, ah ben voilà quelque chose de relativement unique. Voilà quelque chose qui utilise de manière militante le deuil, qui utilise de manière militante le fait de pleurer comme une manière d'être visible dans l'espace public. Et je raconte tout ça. Pourquoi Paul, peut-être tu peux revenir sur cette performance. Tu évoquais ce contexte particulier. Comment finalement ça s'est créé ? Ça va s'éclairer d'une façon aussi très différente maintenant que tu as parlé, Emma, parce que tu es très juste dans ce que tu as perçu et senti. Et ce qui m'intéresse aussi avec cette performance, c'est que c'est peut-être sûrement une des plus utilitaires et littérales que j'ai faites. Dans le sens où j'en avais besoin, et c'était un moment aussi Covid arrive, le confinement arrive, et là le bruit baisse, et là d'autres choses émergent, et des très fortes vibrations en moi émergent aussi autour de questionnements autour de la résilience, la question de la vulnérabilité, des mots qui sont très souvent employés sans vraiment peut-être les comprendre vraiment, et donc très
très doucement, j'ai commencé à écrire autour de ça. Et puis, ce faisant, alors cette écriture-là, elle était vraiment un travail d'écriture personnel pour moi. Je découvre que j'ai été victime d'un abus sexuel d'une relation amoureuse juste avant Covid. Et donc là, je commence à penser justement à une forme de danse qui pourrait affecter et m'affecter, moi, c'est-à-dire qui pourrait donner du poids à ma voix. Donc là, en fait, au départ, c'est vraiment la mise en condition de cette performance-là, de ce que je parlais d'une sorte de responsabilité partagée. Il y avait cette idée donc avec la voix enregistrée, la voix chantée, je vocalise parce que je ne suis pas du tout chanteur, mais j'avais envie d'utiliser cette voix comme un moyen de créer une sorte d'environnement commun. Donc peut-être cette absence de sol dont tu parlais, tu vois, c'était quelque chose qui était à la fois ancré dans cet espace, mais peut-être aussi dans une forme de circulation, de non-fixité. Et donc, ce dont tu disais, tu vois, je ne connaissais pas du tout ces termes de verbe moyen, et il y a vraiment ça aussi dans l'acte même de la violence sexuelle, mais aussi plus loin. Et du coup, cette performance, elle a été aussi un moyen pour moi de comprendre qu'est-ce qu'il se jouait et qu'est-ce qui se jouait aussi politiquement autour de ça, autour de cette prise de parole, et aussi dans un contexte d'art contemporain peut-être, où tout de suite ça crée quelque chose aussi qui peut être compliqué à naviguer. Et pour moi, en même temps, il y avait vraiment une nécessité d'imposer ce travail-là, comme la chose dont j'avais besoin, parce que c'était un moment où il fallait que aussi mon art me serve à aussi recevoir des choses. Donc, je ne sais pas si j'articule ça très bien, mais en tout cas, ça résonnait vraiment très fortement avec ce que tu disais. Enfin, la chose à laquelle j'associe, du coup, c'est ce qui est classifié comme geste politique est généralement associé, et d'ailleurs le mot activisme résonne avec cette idée, c'est des verbes et des gestes à l'actif, hein, des manières de faire exister activement dans l'espace public des formes de présence qu'on pourrait dire érectiles ou en tout cas redressées. Et je veux dire, il y a une grande importance et beauté dans ces gestes qui, disons, opposent une violence volontaire à la brutalité qui rend impossible tout mouvement. Oui. Donc on peut dire ça, il y a une vraie valeur à cette partie-là. Et de ce que Fanon ou Dorlin plus tard appellent la violence révolutionnaire face à la brutalité d'un système opprimant. Mais à côté de ça, il y a tout un ensemble de gestes militants qui, face à la brutalité, proposent comme un refus de sa logique, au point de présenter des gestes qui sont pas à l'actif, mais pas non plus au passif, parce que ça ne ferait que rejouer la passivité de la domination, qui est vraiment le grand désir de la domination, c'est de voir que des êtres au passif, des êtres qui existent dans la passivité, mais du coup des gestes qui font sourdre quelque chose comme un refus de cette binarité. Et pleurer en est un, deuiller en est un, on pourrait dire, voilà, un acte politique qui n'est pas un acte à l'actif et qui cependant fait exister dans l'espace public quelque chose comme une autre modalité d'être, c'est clairement le cas. Voilà. On pratique un deuil en présence des autres, qui est une forme d'activité, vulnérabilité simultanée. Mais si vous pensez à tout, j'essaie de les analyser dans le bouquin, mais là on en parle un peu, à tous les gestes qui remplissent les militances du XXe siècle, on peut en trouver quantité. Militance africaine-américaine, s'asseoir, verbe au moyen, hein, s'asseoir à l'avant d'un bus plutôt qu'à l'arrière, s'asseoir dans un diner où on n'est pas censé s'asseoir. Geste des militances queer, s'allonger. Hein, encore un geste moyen. Évidemment, tu t'allonges, donc c'est toi qui t'allonges, mais en même temps, tu es allongé. Enfin bref. Geste moyen de s'allonger avec une blouse blanche recouverte de sang. S'embrasser. S'embrasser, c'est aussi en un sens un geste moyen, hein, puisque on ne peut pas le faire sans le faire en retour, etc.
Donc tout un ensemble comme ça de gestes qui font exister dans l'espace public d'autres logiques que celle de la brutalité. Qu'elle soit la brutalité coloniale, la brutalité du racisme, la brutalité de l'homophobie d'État, etc., etc. Et donc, oui, je pensais à ça en t'écoutant, et à quel point, qu'est-ce qu'on fait pour résister à une brutalité? Et il y a on pourrait dire, ces deux ordres de réponse qui sont, à mon avis, plus complémentaires que opposés, au sens ils doivent coexister, et qui sont faire exister l'actif et faire exister le moyen dans nos gestes d'opposition, ou d'apposition, pour reprendre le mot de Fred Moten et Stefano Harney. Et cette voie moyenne, qu'est-ce qui... la question est un peu vaste, et donc qu'est-ce qui fait qu'elle s'est diluée comme ça dans les langues, dans les grammaires? Alors, elle est maintenue dans certaines langues? Alors, il y a un truc très très beau, c'est qu'en français, ça c'est un débat entre linguistes, mais a priori en français, il y a une rémanence de ça, et il y en a dans beaucoup de langues vernaculaires. J'en discutais justement avec Fred Moten, dont on parlait à l'instant, et il se trouve dans la langue vernaculaire africaine-américaine, ça existe aussi, c'est « je vais me fumer une clope ». Et en anglais, « I'm gonna smoke myself a cigarette ». Je vais me fumer une clope ou je vais me boire un café, ou pardon pour les fumeuses qui maintenant ont envie. Et c'est bizarre, vous voyez, cette formulation, parce que évidemment, tu vas pas fumer toi-même, alors que dans l'objet, c'est bien ça que tu dis. Hein, tu dis, je vais fumer une clope et moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui se passe, bien sûr. Tu fumes la clope, mais cette manière est, dans cette formulation, tu viens t'affecter par le fait même d'affecter le monde. En l'occurrence, un objet, la clope, le café, la bouffe. Et donc, il y a une sorte de petite rémanence vernaculaire, c'est-à-dire c'est pas du français correct ou c'est pas de l'anglais correct de parler comme ça, oui, ça se dit oralement, et qui fait encore exister un tout petit peu cette idée qu'on pourrait affecter et être affecté en retour. Alors pourquoi ça a disparu des langues? C'est un peu l'objet de l'article de Benveniste que je vous encourage à lire. Mais la première chose qui est manifeste dans l'article de Benveniste, c'est le fait que, en réalité, la binarité de l'actif et du moyen précède la binarité de l'actif et du passif. Et c'est ça qui est un peu excitant, c'est-à-dire il y a d'abord et des moyens et des actifs, et puis à un moment, du moyen vient s'extraire l'idée de passivité, qui en vient à remplacer l'idée de moyen. Ça, c'est la thèse de Benveniste qui est discutée. Je vous passe les détails. Et c'est intéressant parce que essayer de faire renaître la part d'activité à l'intérieur des situations où on prétend nous enfermer comme passives, je pense là, il y a un enjeu éthique, enfin au moins, sinon politique, qui est de dire, ah oui, et si on pouvait renverser la chose. Pardon, après j'arrête ça, mais circlure est un mot qui fait un peu ce travail, qui est un mot qui a été proposé par Bini Adamczak, qui est une féministe, une théoricienne et une militante féministe berlinoise, et qui trouvait que le mot pénétration ne nous laissait pas de possibilité de penser tout le travail qui est fait pour laisser entrer quelque chose en nous. Oui. Et donc elle propose circlure comme cela que nous faisons lorsque nous faisons en sorte que quelque chose a de la place pour entrer en nous. Parce que probablement tout le monde sait très bien, dans cette salle, ou un certain nombre d'entre nous savent, dans cette salle, il y a du travail à faire, il y a un exercice à faire. Et on en discutait il n'y a pas très longtemps avec François Chéniaud, qui est célèbre pour avoir fait une de ses premières pièces avec un pâquerette, avec un plug anal, comme une des manières de s'exercer au danser. Je mentionne ça, c'est un peu ça a l'air d'être une tangente, mais je le prends très au sérieux, d'abord parce que ça fait partie d'une certaine culture queer que d'introduire cet objet dans la danse, mais aussi parce qu'il y a quelque chose d'un exercice spécifique, moteur, à mobiliser, cet acte de la circlusion, cet acte de « je fais quelque chose ». Ce n'est pas juste « j'entraîne ma réceptivité », je fais quelque chose pour recevoir. Paul, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait rapidement aller aussi vers des pratiques liées à la danse je pense vraiment c'est le départ, c'est mon papa qui est fan de Surya Bonali et qui me propose de faire du patinage artistique à 4 ans. Et puis je commence avec ça. Et, l'idée ensuite de continuer
cette pratique sportive pendant assez longtemps. Et puis ensuite, après, peut-être le désir quand j'étais adolescent de devenir chorégraphe, et je l'ai oublié parce que je m'étais dit que, je sais pas, que c'était peut-être pas possible. Et donc ensuite, j'ai fait des études enfin, à la base, je voulais devenir illustrateur médical. Et donc, d'où l'importance du dessin. Et puis ensuite, ça s'est imposé à moi, justement au moment peut-être où on s'est rencontrés, Jérôme. À mon avis, non, parce que justement, tu as évoqué ça. Moi, je pense que tu avais quand même, il y avait cette pièce que tu avais fait à Barcelone, dans le pavillon Miss Van der Rohe. Oui, mais disons que le moment où enfin, la pièce dont Jérôme parle, c'est une invitation faite à un ami de performer à l'arrière du pavillon Miss Van der Rohe quand on est rentré comme des touristes avec une jupe très grande en fait de sequins argentés, et l'idée c'était qu'il se mette à tourner. Donc il avait cette pratique pas du tout lié au soufisme ou au derviche, mais personnel, de se relaxer en tournant sur lui-même comme ça, très fortement. Et donc, je l'ai fait danser à l'arrière du pavillon. Et donc, la lumière venait se réfracter sur les murs de cette architecture. Et c'est dans la partie du jardin, au fond. Et donc, il y avait cette idée de créer une sorte de rencontre impromptue entre cette personne en mouvement et les visiteurs et visiteuses. Mais le moment où donc cette résidence à Vassivière en 2014, où Jérôme et moi on était résidents du centre d'art, entre autres, oui. Voilà, voisins de palier, c'est là où la danse est entrée de façon plus directe dans mon travail, et par le biais de moi, en fait, enfin de moi. Et aussi, quand je dis moi, c'est pas juste mon image, mais c'est tout ce que mon corps a enregistré au cours de ces années de jeunesse, toutes ces images, mais aussi au-delà, c'est-à-dire les corps qui m'accompagnent spirituellement, mais aussi peut-être qui m'entourent. Donc voilà, et c'est là où je reviens encore à cette idée des corps qui s'affectent les uns les autres, qui s'érodent les uns les autres. Il y a aussi cette communication, en tout cas à travers la danse, qui m'intéresse, parce que c'est quelque chose qui passe aussi par ce que tu disais, vraiment la mise en vibration d'un espace, la mise en vibration de corps qui se répondent les uns aux autres aussi. Et d'où aussi parfois la volonté de recréer des situations qui sont peut-être proches de celles qu'on peut avoir dans un club ou dans une boîte de nuit, où les choses, il y a une sorte de vague collective faite de mouvements et de musique qui, je trouve, est assez inédite ailleurs, en tout cas. Raving, comme raving aspect. Mais c'est parce que c'est frappant dans beaucoup de tes pièces, cette place de certaines images de clubbing, c'est-à-dire des images immersives dans lesquelles on ne peut pas réellement faire de séparation, même si elle est instanciée par le fait qu'il y a des performeurs, etc. Mais l'image de la boîte de nuit, ou du club ou de la rave, c'est vraiment cette image extrêmement... Enfin, qui défait l'idée qu'il y aurait... que la danse n'arriverait que dans les sujets dansants, mais qu'au contraire... organiser, enfin, party as medium, si je puis dire, enfin voilà, la fête comme un moyen qui organise la danse, et la danse, ça devient un objet à la fois lumineux, et donc visuel, mais aussi sonore, mais aussi tactile, haptique, via les fumées, etc. Et c'est quelque chose qui est assez présent dans ton travail, non? Oui, notamment parce que quand j'étais jeune étudiant en art, j'étais très intéressé justement par la pensée d'Elsa Dorlin, de Judith Butler, de Preciado, et tout ça. Donc j'ai étudié en région parisienne, et tout ça à Paris se retrouvait beaucoup dans les cercles académiques, universitaires. Et en fait, j'ai déménagé ensuite à Montréal. Et là, une de mes premières rencontres avec Montréal, c'est un club lesbien où se jouaient des musiques que je n'entendais pas dans les clubs queer ici, donc des musiques afrodescendantes, et c'était un peu ce moment-là où j'ai compris aussi l'importance de ce lieu de rassemblement, mais aussi qui crée du commun, en gros
de façon assez intergénérationnelle et d'un rassemblement qui ne se faisait pas autour du langage, en tout cas. Après, je m'en suis détachée aussi parce que c'est aussi des lieux d'exclusion, c'est aussi des lieux qui peuvent être... qui peuvent porter une certaine violence, en tout cas, ou en tout cas, c'est peut-être aussi l'idée de la danse en club qui m'a un peu... dont je me suis éloignée pour me rapprocher aussi de quelque chose qui avait peut-être plus à voir avec... qu'est-ce que c'est que d'être en mouvement, en collectif, et donc d'où l'intérêt aussi pour le roller disco et ces scènes incroyables aux États-Unis et en France aussi, ça revient un peu, mais de cette idée d'une vague de mouvement qui est dans une forme de collectivité qui n'annule pas l'individu, qui n'annule pas la singularité, parce que c'est pour ça que j'utilise le terme de vague, parce qu'il y a vraiment cette idée de molécules à géométrie variable, en tout cas. Et la contact improvisation, il y avait aussi cette présence du sport, de l'aïkido. Comment ça se fait qu'une première génération en France qui a reçu ça, des gens comme Mark Tompkins, Didier Silol, etc., cette dimension plus politique s'est un peu évaporée dans un premier temps? Bon, je ne sais pas si elle est si absente que ça du travail de Mark Tompkins, Tompkins, non, peut-être pas. Ouais. mais effectivement, il y a il y a un endroit de la physicalité très concret dans le contact improvisation, puisque comme je disais, hein, c'est des gens qui sautent les uns sur les autres, donc forcément, il va falloir étudier très sérieusement comment on survit à cette situation. Donc, comme dans toutes les pratiques dans lesquelles il y a une technicité importante, eh ben, parfois, on oublie la visée éthique et politique pour se concentrer sur les moyens qui permettent de l'atteindre. Oui, hein, c'est le moment où on substitue le moyen pour la fin et du coup on perd parfois un petit peu la direction. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, c'est le fait que le contact improvisation, c'est quelque chose qui s'est notamment développé dans des espaces queer. Nancy Stark-Smith, juste après avoir été exposée à cette forme, elle déménage chez des Radical Fairies en Californie. Bon, ben ça, on n'en parle pas beaucoup. Dès les années 80, il y a des danseurs africains-américains qui proposent un Wrong Contact Manifesto, un manifeste du contact de travers, en disant, bon, bah, manifestement, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées dans cet espace, donc nous faisons la chose de travers, hein, juste en étant là. Et en réalité, en faisant la chose de travers, on la fait correctement. C'est-à-dire, la seule manière de faire le contact improvisation, c'est de mal le faire. C'est-à-dire de désobéir aux instructions hégémoniques que contient cette forme, instructions qui sont notamment celles de la technicité, qui vient faire oublier cette fin première, qui est celle de remettre en cause les chorégraphies à partir desquelles nous venons en contact les unes avec les autres. Hein, parce que nous sommes chorégraphiés par quantité de prescriptions qui sont liées à notre sociologie, à notre classe, à notre race, à notre genre. Et toutes ces choses-là qui chorégraphient notre possibilité d'entrer en contact, elles font partie des choses qui sont à interroger. Et donc, dès l'emblée, il y a des interrogations autour du validisme, qui sont en jeu. Voilà, qu'est-ce que ça fait si tu peux pas voir? Qu'est-ce que ça affecte dans ta manière de toucher? Steve Paxton bosse avec des personnes aveugles dès les années 70. Bon, voilà, tous ces mouvements, en fait, sont des conditions qui sont impliquées dans l'étude du tactile. Voilà. Si tu prétends aller avec le toucher, c'est hyper important, assurément, hein, d'étudier le millimètre de la rencontre tactile. Hein. Là, on peut passer des heures à détailler qu'est-ce qui se passe physiquement, je veux dire au plan de la physique classique, quoi, et au plan de la physique même quantique, qu'est-ce qui se passe quand nos corps entrent en interaction. Ça, c'est vraiment un niveau important, et tous les autres sont là aussi. Et nous font bouger. Voilà. Et dans ce prolongement, on pourrait regarder peut-être un passage d'un autre de tes films. Je vais juste donner 2 petits mots de contexte. Ça, en fait, je me rends compte, c'est un peu le film d'après. C'est le film du healing. C'est un film que j'ai réalisé en collaboration avec mon amoureux, Rob Bridger, qui est un chorégraphe et danseur anglais. Et en fait, on était invités j'étais invité à intervenir dans ce
dans ce contexte géographique du Suffolk, de cette région qui s'appelle Offord Ness, qui est une ancienne base militaire devenue réserve naturelle. Et en fait, mes recherches m'avaient amené à trouver cette histoire de deux hommes qui travaillaient pour le ministère de la Défense, des militaires donc, qui avaient rencontré un ovni en décembre 1980 et avaient été, à la suite de cette rencontre, déjà humiliés dans la presse et tout ça, mais aussi avaient souffert des dommages physiques. Et donc j'avais, avec Rob, décidé de reprendre la trajectoire de l'OVNI, de là où l'OVNI avait été vu, de la forêt au Ness, donc au Shingle, donc cette plage de galets. Et donc on a recréé une sorte de chorégraphie qui est basée sur des jeux justement d'interdépendance et de shift, de poids et tout ça, qui retrace cette trajectoire. Voilà. Et le film se termine par quelques phrases, des citations qui m'ont fait penser peut-être à ce... et on pourra d'ailleurs après céder la parole, essayer pour les nombreuses questions qui seront là. Tu co-traduis, tu co-traduis, je crois, un texte de Alexis Pauline Gumbs, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'affinité entre le surgissement de ces propositions vers la fin de ton film et un certain nombre de ces thèses. Tu peux peut-être... Oui, alors, nous parler de ce travail. Oui, je peux. Alors, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ce très importante part de ton activité de traductrice, voilà, qui est très intense et très, très importante. Oui, c'est comme ça que je me mets dans la voie moyenne. En me réveillant tous les jours, je traduis quelqu'un. J'essaye de faire rentrer dans ma tête une autre voix que la mienne. C'est une bonne technique si jamais vous avez besoin de vous débarrasser des vôtres. Il suffit de traduire le matin et puis hop. Et du coup, Alexis Pauline Gumbs ont co-traduit ce texte qui s'appelle Undrowned Black Feminist Lessons from Marine Mammals, donc non noyés, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines, avec Mabeko Oberti et Myriam Rabat-Konaté, et ça paraîtra en novembre prochain, dans le cadre d'une exposition qui est organisée par Denetem Twam Bona à la Compagnie à Marseille. Voilà. Venez. Et ça s'appelle Éloge de l'immersion, l'exposition. Et ce texte, il est magnifique de 30 000 manières, mais d'abord, la manière dont Alexis le présente, c'est en disant qu'elle est dans un deuil, on y revient, le deuil de son papa. Elle est tellement remplie de larmes qu'elle se dit « il faut que j'apprenne auprès d'autres mammifères qui, comme moi, ont appris à vivre au milieu des eaux salées, comme celle des larmes, et dans des conditions irrespirables. » Comme celle des suffocations quand on pleure, et puis aussi comme celle du Covid et du capitalisme racial. Elle se penche vers ces créatures marines et elle en dresse des portraits en s'appuyant sur les savoirs scientifiques et en essayant de les retourner. Son idée, c'est j'ouvrais des manuels de biologie marine et tout ce que je trouvais, c'était les mêmes discours hétérosexistes qui nuisent à mon existence en tant que femme noire lesbienne vivant aux États-Unis. Et donc, un projet, ce livre, réécrire les livres de biologie marine comme des poèmes adressés ou des déclarations d'amour adressées à ces créatures et en même temps à toi. Et on ne sait pas trop qui est toi, la lectrice, son amoureux, on ne sait pas trop. Un des poèmes auxquels je pensais au tout début, quand on a commencé à parler, c'est un poème, je ne vais pas pouvoir le réciter, mais c'est un poème qui porte sur la narwhal, qui est la créature qui a donné lieu à la créature imaginaire de la licorne. C'est une mammifère marine qui vit au pôle et qui est dotée d'une énorme dent qui lui sert non pas à percer les glaces des pôles, mais de sonar. Et Alexis Pauline Gumbs décrit ce développement qui fait passer d'un dispositif d'attaque des dents à un dispositif d'écoute. Et elle dit « Puissais-je moi aussi davantage te ressembler et transformer ce qui me sert à t'attaquer
en une manière de t'écouter. Voilà, tout est comme ça. Je veux dire, tout le bouquin a cette tonalité de capacité à transformer à la fois des discours et des manières de voir des autres créatures en une manière d'honorer celle qu'elle appelle ses ancêtres. Alexis, elle a écrit plein de livres dont une des caractéristiques est que tous ses poèmes sont accompagnés d'une note de bas de page qui renvoie à un texte d'une écrivaine féministe noire. Donc c'est des livres qui sont intégralement, dont l'appareil critique est intégralement des féministes noires. Donc elle a fait ça. Et puis après, elle s'est dit, bon, je vais écrire un livre sur les mammifères marines. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, elle m'aimait avant même que je sois né. Elles aussi, elles me tiennent dans leur embrace, dans leurs soins accordés aux générations. Eh bien, merci beaucoup Emma, merci Paul. Merci Jérôme. Voilà, les livres d'Emma sont en vente à la librairie. Et notre prochaine rencontre aura lieu le 9 janvier. Nous recevrons Georgia René-Worms, qui est artiste, et Liliane Giraudon, qui est poète et dessinatrice. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci.